Salut, je suis Odell. Mes parents m'ont mise à la porte le soir même où ils ont appris que j'avais perdu mon emploi. Pas même un coup de fil, juste une chemise en papier craft et un message, débrouille-toi. Ils ont dit que ma sœur leur avait tout raconté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je payais leur prêt hypothécaire en secret depuis des années. Ce qu'ils ne savent toujours pas, c'est ce que j'ai fait ensuite. Dites-moi, avez-vous déjà été puni pour avoir trop donné auparavant? On y va. À quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde. Il faisait encore jour dehors lorsque je me suis garé dans l'allée de mes parents. L'air du Missouri commençait à se rafraîchir, les feuilles commençant à peine à bronzer sur les bords. Je suis resté assise dans ma voiture un moment de plus que nécessaire, agrippant le volant à deux mains, essayant d'invoquer une version de moi-même qui avait l'air bien, présentable, imperturbable. Une boîte de boulangerie était posée sur le siège passager à côté de moi, déroulée à la citrouille saupoudrée de sucre glace, les préférés de ma mère à cette époque de l'année. J'avais aussi apporté des provisions, des haricots verts, du beurre, du vin en brique. Même après avoir perdu mon emploi il y a 3 semaines, je ne pouvais pas entrer dans cette maison les mains vides. Pas alors que j'avais passé la dernière décennie à essayer de gagner une place à une table à laquelle je suis né. À l'intérieur, la maison bourdonnait déjà. La cuisine sentait la sauge et le poulet rôti. La voix de ma sœur Vera a retenti en premier, aigu, théâtral, suivi d'un rire doux de son mari, Glenn. Oh, Dylan, a appelé ma mère du fourneau sans lever les yeux. Tu es en avance, ma chérie. Tu peux mettre la table. J'ai souri, ravalant cette douleur familière. Bien sûr. Vera était déjà dans la salle à manger, en train d'ajuster les marque-places. Oui, elle faisait des marque-places pour le dîner du dimanche. Maintenant que j'y étais, j'ai immédiatement remarqué la disposition des sièges. Tout le monde avait une chaise de salle à manger rembourrée, sauf une chaise pliante en métal coincée au bout de la table. Mon marque-place était soigneusement placé devant. J'ai cligné des yeux une fois, puis de nouveau. Sommes-nous à court de chaises, ai-je demandé légèrement. Vera a souri sans se retourner. Eh bien, tu n'as pas vraiment été beaucoup présente. J'ai pensé que ce serait logique. Pour la fin, j'ai posé les assiettes avec précaution, faisant semblant que les mots ne me piquaient pas. Le dîner a commencé par les habituelles banalités, papa se plaignant des impôts, maman interrogeant Glenn sur son cabinet de conseil. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Lorsque nous étions à la moitié du repas, j'ai toussé doucement. J'ai des nouvelles. Cela a fait taire le tintement des couverts. J'ai été licencié il y a 3 semaines. C'était soudain. Restructuration du département. Il y a eu un silence. Puis ma mère a halté, mais pas d'inquiétude. Oh mon Dieu, a-t-elle dit en sirotant son vin. Mon père a regardé par-dessus ses lunettes, puis a baissé les yeux à nouveau. Rien. Pas même un « nous sommes désolés ». Vera a cligné des yeux 2 fois de façon dramatique, puis s'est penchée vers Glenn en chuchotant assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Eh bien, cela explique le jean. Je t'avais dit qu'elle serait en pleine spirale. J'ai gardé un ton régulier. Je vais bien. J'ai postulé. Je ne demande rien. Je voulais juste que vous le sachiez. C'est alors que Vera a parlé. Vraiment parlé. Sa voix, soudainement tranchante, a traversé la pièce comme un vent froid. C'est pour ça que je leur ai dit que tu n'étais pas fiable. Pas de travail, pas de prêt hypothécaire, pas d'homme. Je me suis tourné vers elle. Excuse-moi. Elle a haussé les épaules. Je veux dire, allons. Ce n'est pas comme si tu avais jamais porté un vrai poids dans cette famille. Mon père est intervenu alors, les yeux toujours rivés sur son assiette. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de dépendre de nous. J'ai failli rire. Dépendre? J'ai payé vos impôts fonciers l'année dernière lorsque la maison a failli être saisie. Personne n'a répondu. C'est alors que ma mère a finalement levé les yeux, posant lentement son verre de vin sur la table. Nous pensons qu'il est préférable que tu prennes du temps. Que tu reprennes tes esprits. Que tu te débrouilles. Un frisson m'a parcouru l'échine. Vera s'est levée et a sorti une enveloppe en papier craft de son sac à main, la glissant vers moi sur la table comme une serveuse déposant une addition. Nous avons emballé tes affaires. Ta vieille chambre est transformée en espace de méditation. L'idée de Glenn. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. J'ai regardé mon père, puis ma mère,
puis Vera. Aucun d'eux n'a croisé mon regard. Puis j'ai baissé les yeux sur la chaise pliante en métal sous moi. Soudain, tout a pris sens. J'ai pris une longue inspiration, stabilisant ma voix. Alors, c'est tout? Je perds un emploi et je perds ma famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis juste levé, la chaise pliante en métal grattant fortement contre le parquet lorsque je l'ai repoussée. J'ai attrapé mon sac à main, qui était la seule chose que j'avais apportée. Par habitude, je suppose, pas par nécessité. Et puis j'ai dit, aussi calmement que possible, merci pour le dîner. Je ne resterai pas là où je ne suis pas la bienvenue. Personne n'a bougé. Pas une main levée, pas un mot n'a suivi. J'ai marché jusqu'à la porte, mes talons résonnant plus fort que d'habitude sur le vieux plancher. En sortant dans la fraîcheur du soir, j'ai repéré une camionnette U-Haul garée sur le trottoir. Vera était appuyée contre la balustrade du porche, les bras croisés, comme si elle attendait de porter le coup final. « Nous avons déjà déménagé tes cartons », a-t-elle dit en souriant. « Ils sont dans le couloir de ton ancien appartement. Si tu as encore les clés. » Elle n'a pas attendu que je réponde, elle est simplement retournée dans la maison comme si j'avais été congédié. Le ciel s'assombrissait rapidement. Les lampadaires scintillaient par endroits. J'ai descendu les marches et ouvert ma voiture, restant assise un moment en silence avant de la démarrer. Il n'y avait nulle part où aller à part retourner à l'appartement où je n'avais pas mis les pieds depuis des mois. Il était à moi autrefois. Du moins, je le pensais. Le trajet n'a pas été long, peut-être 15 minutes, mais j'avais l'impression de remonter le temps à chaque virage. Ce petit immeuble dans le sud de la ville. Je l'avais acheté à l'époque où maman et papa avaient du mal à payer leur prêt hypothécaire, utilisant mes économies parce qu'ils étaient trop fiers pour accepter la charité. À l'époque, je pensais que j'aidais à préserver la dignité familiale. Maintenant, alors que je me garais sur le parking et que je voyais la lumière vacillante du couloir au-dessus de la porte d'entrée, tout ce que je pouvais ressentir était de l'appréhension. Je me suis approché de l'entrée principale et j'ai tendu la main vers la boîte aux lettres par habitude. Elle était là, en lettres majuscules, V. Arles. Pas moi. Mon estomac s'est noué. Odell, a appelé une voix. Je me suis retourné pour voir Monsieur Romero de l'appartement 2B. Il m'a adressé un sourire poli. Je ne m'attendais pas à te revoir. Ta sœur a dit qu'elle était propriétaire des lieux maintenant. J'ai essayé de garder un visage neutre. Ouais, les choses changent vite. À l'intérieur de l'immeuble, je me suis dirigé vers mon ancien appartement. Dans le couloir se trouvait une pile de cartons, fermés à la hâte avec du ruban adhésif, certains penchés, un déjà à moitié ouvert. Sur le côté d'une boîte, à gros marqueurs noirs, quelqu'un avait écrit « Affaires inutiles ». Je me suis agenouillé à côté d'eux. Il n'y avait pas de serrure sur la porte de l'appartement, juste un mot collé dessus qui disait « Le service public coupé ». Je suis entré. L'air était moisi. L'espace était vide à part quelques marques d'éraflure sur le sol où les meubles avaient été traînés. Je me suis appuyé contre le mur et me suis laissé glisser jusqu'au sol, mes jambes se pliant sous moi. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté assise là, à n'écouter rien. Puis j'ai remarqué une vieille boîte à dossiers coincée entre deux piles de vaisselle et de fils emmêlés. J'ai tendu la main et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des enveloppes, de vieilles factures, et une enveloppe blanche scellée portant l'inscription Clôture, Arles Unité B2. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient les documents hypothécaires originaux, mon nom sur l'acte, ma signature, mon relevé bancaire montrant la compte, puis la date, mars 2017. Cet appartement était à moi. Je me suis assise. Mes doigts fourmillaient d'incrédulité. Le monde tournait un peu plus lentement alors que je reconstituais le tout. Vera avait dit à tout le monde que j'avais quitté l'appartement. Qu'elle avait pris le relais. Qu'elle avait renoncé pour la famille. Et puis elle avait menti sur mon travail, mes finances, mon état mental. Transformant chaque once de générosité que je leur avais donnée en une corde pour me pendre. Je fixais le dossier. Pendant tout ce temps, je pensais être invisible, mais je ne l'ai jamais été pour eux. J'étais juste pratique. Et maintenant, j'étais jetable. La première lumière du jour s'est infiltrée à travers les stores alors que j'étais assise par terre, la même enveloppe toujours serrée sur mes genoux. Le sommeil n'était pas venu. Pas vraiment. Mon esprit avait repassé les paroles de Vera en boucle, tu as toujours été le maillon faible. Et maintenant, me voilà,
celles qu'ils avaient laissées derrière, mais toujours attachées à tout ce dont ils profitaient. Je me suis finalement levé, j'ai épousseté mon jean et je me suis dirigé vers la cuisine. La cafetière a crachoté, têtue comme toujours, mais la familiarité m'a aidé à calmer mes nerfs. J'ai rouvert l'enveloppe. Mon nom me fixait depuis la page, contrat hypothécaire, enregistrement de la compte, tout de ma main. À l'époque, la maison était au bord du gouffre. Nos parents, en retard sur les impôts, menaçaient de vendre. J'étais intervenu. J'avais utilisé presque toutes mes économies. Vera avait dit, mettons ton nom pour le moment. Nous ajusterons plus tard lorsque les choses seront stables. Je l'avais cru. Cette phrase allait me hanter. J'ai agrafé les documents ensemble, j'ai attrapé mon manteau et je me suis rendu au bureau d'enregistrement du comté. Le parking était presque vide. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de rangées de box beige. Une employée nommée Janice m'a salué sans lever les yeux. Je recherche les actes de propriété du 207 Pinewood Circle, ai-je dit en lui tendant ma pièce d'identité. Elle a tapé, s'est arrêtée, a tapé à nouveau, les lèvres pincées. Eh bien, mademoiselle Arless, d'après ceci, l'acte de propriété a été transféré il y a 3 ans à Ava Arless? Ma bouche s'est asséchée, mais je me suis ressaisi. Le prêt hypothécaire est-il joint? Janice a cliqué encore quelques fois. Il est toujours à votre nom. Ce n'est pas habituel. L'acte et le prêt doivent correspondre, à moins que quelqu'un n'ait refinancé de manière incorrecte. Incorrect. J'ai avalé ce mot comme une écharde. Janice a imprimé le dossier et j'ai lu les chiffres, 196 000 $ encore dus. Intérêt croissant, pénalité de retard en attente. Si Vera faisait défaut, j'étais responsable. La trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était légale, financière, durable. J'ai remercié Janice, je suis sorti lentement et je me suis assise dans ma voiture. J'avais besoin de réponses. Pas la semaine prochaine, pas demain, aujourd'hui. La banque où le prêt initial avait été refinancé était sur Maine. Je suis entré, les paumes moites, le cœur battant plus fort que prévu. Un directeur nommé Monsieur Collins m'a accueilli, poli mais professionnel. Je voudrais examiner le dossier hypothécaire du 207 Pinewood, ai-je dit. Je pense qu'il y a eu une erreur. Il m'a demandé une pièce d'identité. Puis il a disparu à l'arrière. Lorsqu'il est revenu, il avait un dossier à la main et un air inquiet. Madame, c'est inhabituel. Le dossier indique qu'un refinancement a été effectué il y a 2 ans. Le nom, le numéro de sécurité sociale, correspondent au vôtre, mais la signature. Il a retourné le formulaire. Ce n'est pas comme ça que je signe, ai-je dit immédiatement. Non, a-t-il acquiescé. C'est pourquoi nous sommes prudents avec cela. Souhaitez-vous demander une enquête pour fraude? Nous conservons les enregistrements des signatures. Ma bouche a bougé, mais aucun son n'est sorti. Il a dû prendre cela pour un oui, car il a commencé à remplir un formulaire. Je suis sorti en tremblant. Vera n'avait pas seulement manipulé nos parents. Elle avait falsifié ma signature, refinancé une propriété sous mon identité financière et m'avait laissé avec la dette. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était un crime. De retour à l'appartement, j'ai fermé la porte doucement derrière moi et j'ai tout laissé tomber par terre. Je n'ai pas pleuré. C'était ça le plus étrange. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai attrapé mon vieux journal relié en cuir. J'ai commencé à écrire tout. Les dates, les conversations, les appels téléphoniques, les virements, tous les reçus que j'avais conservés. Je les ai tous listés au même endroit. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé une avocate. Je n'étais pas prête à déposer quoi que ce soit pour le moment. J'avais juste besoin de comprendre ce que tout cela signifiait, quel pouvoir il me restait réellement. Elle a écouté attentivement, m'a demandé des copies de mes documents, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Vous pourriez avoir des motifs pour porter plainte pour fraude, vol de propriété et usurpation d'identité, mais plus important encore, vous avez un pouvoir que vous n'aviez pas réalisé. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Pendant une seconde, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait, mais je commençais à me souvenir de son pouvoir. Je n'avais pas réalisé que je commençais à me souvenir de qui j'étais. 2 jours plus tard, j'étais de retour au cabinet de mon avocate, assise en face de la même femme qui avait calmement posé les bases de la justice.
Son ton était toujours mesuré, mais plus tranchant maintenant, comme si elle aussi sentait le courant sous-jacent de quelque chose de beaucoup plus sombre. Nous enverrons une mise en demeure officielle à votre sœur concernant la fraude immobilière et d'identité, a-t-elle expliqué, en glissant un document vers moi. Et nous demanderons l'accès à tous les documents hypothécaires et de refinancement. Discrètement. Pas besoin de dévoiler votre jeu pour le moment. J'ai hoché la tête. Discrètement. Compris. J'ai quitté son bureau avec le même calme, mais cela n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Odell ? Sa voix était douce, sucrée. Je ne l'avais pas entendue depuis le dîner. Pas depuis qu'elle avait laissé Vera m'humilier pendant qu'elle sirotait du chardonnay et fixait son assiette. Nous avons entendu dire que tu posais des questions sur la maison, a-t-elle commencé. Vera a dit. Tu es contrarié, chérie. Tu ne penses pas clairement en ce moment. Ça a été quelques semaines difficiles pour toi. Voilà, une douce inquiétude mêlée de poison. Je n'ai pas répondu, j'ai juste écouté. Toujours à écouter. Tu sais, quand les gens sont émotionnellement dépassés, ils créent parfois des problèmes qui n'existent pas, a-t-elle ajouté doucement. Tu as toujours été sensible. J'ai raccroché. Le lendemain, je me suis rendu à la maison. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas frappé. Je suis entré. Papa était dans le salon, faisant semblant de lire le journal comme si on était en 1983. Maman pliait des serviettes en forme de cygne pour un brunch qui n'existait pas. L'odeur de nettoyant au citron flottait dans l'air. Faux. Acride. Tu mets le feu aux poudres, dit Vera. Que se passe-t-il? Dites-moi, ai-je dit. Pourquoi mon nom est-il toujours sur le prêt hypothécaire, alors que Vera est propriétaire de l'acte? Il a cligné des yeux comme s'il ne comprenait pas le français. Vera s'est occupée de tout ça. Nous lui avons fait confiance. Maman a levé les yeux. Ma chérie, nous n'en avions aucune idée. Peut-être que c'est juste le stress qui parle, la perte de ton emploi. Tu as beaucoup de choses à gérer. Je vais bien, ai-je dit catégoriquement. Eh bien, c'est pour ça que nous avons appelé le docteur Murphy, a-t-elle dit, toujours en pliant des serviettes. Il est prêt à te recevoir, juste pour un bilan de santé. Rien de grave. Mon cœur s'est serré. Vous avez fait quoi, ai-je demandé. C'est juste de l'inquiétude, a-t-elle dit. Tu n'as pas été toi-même. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à nouveau. Bonjour, Odell. Ici le cabinet du docteur Murphy. Vos parents vous ont pris un rendez-vous pour une évaluation du stress. C'est standard, juste un bref entretien. J'y suis allé. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il se souciait de moi. Dans le hall d'accueil de l'hôpital, je me suis enregistré. La réceptionniste m'a tendu un presse-papier. Il y a un formulaire de consentement pour l'observation, a-t-elle dit. Je l'ai regardé fixement. 2 pages. Du jargon juridique. Puis je l'ai entendu. Un murmure. Une infirmière passant derrière moi. Vous n'êtes pas obligé de signer ça à moins d'être ici volontairement. J'ai levé les yeux. La lumière du couloir était soudainement trop vive. La pièce, trop silencieuse. Je me suis levé. J'ai reposé le presse-papier sur le bureau sans dire un mot. Je me suis retourné et je suis sorti directement par la porte. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro de mon avocate. Ils ne nient pas seulement ce qu'ils ont fait, ai-je dit, ma voix. Ils essaient de m'effacer. S'ils voulaient me traiter de folle, je leur montrerais ce qu'une femme saine d'esprit avec des preuves peut faire. Cette pensée résonnait encore dans mes oreilles le lundi matin suivant alors que j'entrais dans le bureau de mon avocat, les talons claquant fortement contre le sol ciré. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas hésité. Je suis simplement entré, j'ai laissé tomber le épais dossier accordéon sur le bureau entre nous et j'ai pris une respiration qui a rempli toute ma poitrine pour la première fois depuis des semaines. À l'intérieur de ce dossier, chaque reçu, chaque email, chaque fiche de paie du prêt hypothécaire que j'avais effectué pendant que ma sœur souriait pour des photos Facebook en vacances. Il y avait des emails de Vera, horodatée, me suppliant de m'occuper des trucs financiers ennuyeux parce qu'elle était noyée dans les réunions. Il y avait même des cartes d'anniversaire de mes parents, me remerciant d'avoir toujours assuré. Mon avocat,
Greg, a jeté un coup d'œil à la pile sans la toucher. Puis il m'a regardé. C'est plus que suffisant, a-t-il dit lentement. Nous allons rédiger une requête pour geler tout transfert ou réclamation sur cette propriété. Une fois que le juge verra cela, la situation va changer, rapidement. J'ai hoché la tête. Il n'y avait pas de triomphe en moi, juste quelque chose de plus stable. De la clarté. On m'avait réduite au silence pendant des années, on m'avait dit que j'étais trop émotionnelle, trop réactive. Maintenant, mon silence était intentionnel. Et stratégique. Le mercredi, les lettres recommandées étaient parties. Une à Vera, une à mes parents et une au notaire qui avait laissé passer une signature frauduleuse sans la vérifier. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas posté de citations vagues sur les réseaux sociaux à propos du karma ou de la loyauté. J'ai juste regardé les notifications de suivi sur mon téléphone. Une par une, les coches vertes se sont allumées à côté de chaque nom. Je n'ai pas souri, mais mes mains ont cessé de trembler. Vendredi après-midi, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. Un jeune homme en veste se tenait de l'autre côté avec une grande enveloppe blanche et un presse-papier. « Êtes-vous mademoiselle Odell Arlès ?» « Oui. » Il m'a tendu l'enveloppe. « Vous avez été assigné. Bonne journée. » Les mots ne m'ont frappé que lorsque la porte s'est refermée. J'ai glissé mon doigt sous le sceau, mes entrailles se tordant. Les pages à l'intérieur étaient nettes et épaisses. L'entête portait le nom de l'avocat de Vera, en gras et centré. Le contenu, reconvention. Demanderesse, Vera Arlès. Allégation, détresse émotionnelle, diffamation, préjudice intentionnel, calomnie publique. Elle me poursuivait en justice? Moi? J'ai failli rire, jusqu'à ce que je voie la clause finale, une demande d'ordonnance de bâillon d'urgence. Il voulait me faire taire. La femme qui avait été effacée des registres de propriété, qui avait payé chaque centime et qui s'était quand même fait virer de la table? Maintenant, ils essayaient de me faire légalement taire, comme si j'étais une menace, comme si la vérité était un bruit qu'ils ne pouvaient pas tolérer. Je me suis affalé sur le canapé, les papiers glissant de mes genoux au sol. J'ai attrapé mon vieux journal. Il m'avait suivi à travers les ruptures, les pertes d'emploi, les fêtes de famille auxquelles je me présentais avec des plats que j'avais payés et des sourires que je feignais. À l'intérieur de la 4e de couverture se trouvait un mot que je m'étais écrit l'année dernière. Je ne me souvenais pas du jour exact, mais l'écriture était la mienne, si jamais j'oublie qui je suis, lis ceci. Tu as survécu à pire. Ne te tais pas maintenant. J'ai laissé cette phrase s'installer dans mes côtes. Je n'étais pas bruyante par nature. Je n'étais pas du genre à crier, à faire honte ou à menacer, mais j'étais du genre à tenir des registres, à lire les petits caractères, à remarquer les choses. Il ne s'attendait pas à ce que je me batte. Il ne s'attendait certainement pas à ce que je gagne. J'ai levé les yeux au plafond, le même plafond que j'avais regardé fixement la nuit où j'avais appris que la maison que j'avais achetée ne m'appartenait pas. Vous vouliez que je me taise, ai-je murmuré. Au lieu de cela, vous m'avez tendu un microphone. Je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sans cesse sur la table de nuit. Au début, j'ai pensé que c'était une alerte météo, peut-être une tempête qui arrivait, mais quand je l'ai attrapé, j'ai vu une douzaine de messages non lus clignoter comme des avertissements. Fille, tu vas bien? Tu es en tendance sur Facebook en ce moment. Est-ce vrai? Odell, que se passe-t-il? Appelle-moi. Je me suis assise, le cœur battant la chamade, et j'ai tiré mon ordinateur portable sur mes genoux. L'écran s'est allumé, mais ce que j'ai vu a tout assombri en moi. Un article de blog à potins, étiqueté et exclusif, circulait comme une traînée de poudre. Le titre, une femme poursuit sa propre famille après des années de soutien aimant. En dessous, une photo floue de moi, prise il y a des années, me montrant debout à l'extérieur de l'hôpital Saint-Luc, les épaules affaissées, les yeux rouges, serrant un dossier. La légende déformait le moment, prise en flagrant délit de dépression nerveuse après avoir prétendument été licenciée, elle s'en prend maintenant à sa famille. Il y avait d'autres photos aussi, recadrées, des instantanés faiblement éclairés venant de qui sait où. Une de moi assise seule sur un banc de parc. Une autre d'un barbecue familial il y a des années, figée au milieu d'une dispute. Et puis les commentaires, flocons de neige typiques. Ne peut pas gérer la vie, alors elle blâme sa famille. Waouh, poursuivre ses propres parents? On ne peut pas acheter ce genre de droit. J'ai entendu dire qu'elle était instable.
Cette lettre a fuité pour une raison. Lettre divulguée? J'ai ouvert un nouvel onglet et elle était là, une version numérisée de ma lettre de licenciement du conseil scolaire. Sauf que ce n'était pas la version finale, approuvée par les RH. C'était la version antérieure, contestée. Celle que Vera avait vue d'une manière ou d'une autre. Celle qui laissait entendre un comportement inapproprié sans en nommer la cause. Celle qui m'avait presque brisé quand je l'avais vue pour la première fois. J'ai claqué l'ordinateur portable et je suis resté immobile, les mains serrées sur mes genoux. Ce n'était pas seulement une diffamation. C'était une exécution par insinuation. Je me regardais m'effacer en temps réel. Il ne voulait pas seulement me faire taire, ai-je dit, d'une voix forte et basse. Il voulait m'effacer. J'ai passé le reste de la matinée recroquevillée sur le canapé, sans pleurer, juste, silencieuse, comme si l'air avait quitté la pièce. En début d'après-midi, je me suis forcé à consulter mes emails. Je m'attendais à plus de dégâts, à plus d'échos de trahison. Au lieu de cela, j'ai trouvé un seul message avec l'objet « Je pense pouvoir vous aider ». Le nom de l'expéditrice m'était inconnu, Marlène Crosby. Le corps du message disait « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai travaillé avec votre sœur. Nous devons parler. Il n'y a pas que vous. » J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un petit café au coin de Walnut Street, une demi-heure avant la fermeture. Marlène était déjà assise quand je suis entré, la quarantaine, un regard perçant, un sourire fatigué. « Vous êtes plus courageuse que je ne l'étais », a-t-elle dit, en faisant glisser son téléphone sur la table. Mais elle a déjà utilisé ce scénario. Sur l'écran, il y avait des emails archivés entre Vera et une autre femme, une ancienne collègue, des fils de discussion pleins de flatteries transformées en manipulation, des suggestions pour me laisser gérer le contrat ou « fais-moi juste confiance, c'est plus propre comme ça ». Puis venaient les phrases de manipulation, comme vous avez du mal comprendre, êtes-vous sûr de bien vous souvenir de ça? Ne vous embarrassez pas à essayer de lutter contre ça. Et enfin, personne ne va vous croire de toute façon. Marlène a levé les yeux vers moi et a dit, cette dernière, c'est sa signature. Je me suis assise, déglutissant difficilement. Vous avez sauvegardé ça? Oui, a-t-elle acquiescé. Parce que je savais qu'un jour j'en aurais besoin. Et quelqu'un d'autre aussi. J'ai expiré lentement, le bout des doigts tapotant contre la tasse devant moi. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas folle. Je ne me sentais pas faible. Je me sentais, vue. Et plus que cela, je me sentais prête. 2 matins après que Marlène m'ait tendu cette bouée de sauvetage numérique, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pas d'adrénaline, pas de panique, juste, de la concentration. J'ai fait du café, j'ai ouvert les stores de mon minuscule appartement et j'ai sorti la pile de documents que j'avais commencé à compiler ce soir-là. La lumière du soleil a attrapé le bord du dossier, documents hypothécaires, capture d'écran, email, papier de la visite à l'hôpital, la lettre corrigée des RH de mon ancien emploi, chacun prouvant quelque chose qu'ils espéraient rester enterrés ou déformés. Je n'ai pas appelé une agence de relations publiques. Je n'ai pas écrit de scénario. Je me suis assise, j'ai calé mon téléphone contre une pile de livres de cuisine et j'ai appuyé sur enregistrer. Vous avez lu les messages. Vous avez entendu les murmures. Mais vous ne m'avez pas entendu, ai-je commencé, en regardant droit dans l'objectif de la caméra. Pas de dramatisation, pas de larmes, juste la vérité. Je leur ai tout raconté. Comment j'avais co-signé un prêt hypothécaire pour aider ma famille pendant la récession. Comment Vera avait ensuite transféré la propriété à son nom tout en laissant la dette sous le mien. Comment ils ont essayé de me qualifier d'instable quand j'ai commencé à poser des questions. Comment le licenciement a été transformé en quelque chose qu'il n'a jamais été. Et comment les propres dossiers des RH ont corrigé ce récit. Chaque affirmation que j'ai faite, je l'ai étayée par des preuves à l'écran. Je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. La vérité calme et constante à son propre volume. Quand j'ai cliqué sur télécharger, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être que quelques amis le verraient. Peut-être qu'un groupe de mères locales le ferait circuler. À l'heure du dîner, il avait 60 000 vues. À l'heure du coucher, il a dépassé les 100 000. Le hashtag a commencé à apparaître comme une traînée de poudre, croyez Odell, plus jamais réduite au silence, pas votre tirelire maman. La section des commentaires est devenue un endroit auquel je ne m'attendais pas, la solidarité. Des femmes que je ne connaissais pas ont raconté comment leurs frères et sœurs les avaient trompés pour obtenir des héritages,
comment leurs enfants adultes avaient falsifié des signatures, comment personne ne les avait crus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tu es ce à quoi ressemble la force après la trahison, a écrit une femme. Une autre, j'ai 64 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un dire la vérité aussi clairement. Merci. J'ai été invité à prendre la parole sur un podcast le lendemain matin, voix de plus de 40 ans, puis un autre axé sur la justice financière. Je n'ai rien demandé de tout cela. J'ai juste dit la vérité. Vera, bien sûr, ne pouvait pas laisser passer ça. Elle a publié sa propre vidéo, défensive, tremblante, pleine d'accusations vagues et d'attaques passives-agressives. Elle a dit des choses comme « j'essayais juste de l'aider » et certaines personnes déforment la réalité pour jouer les victimes. Ça n'a pas marché. Les commentaires arrivaient plus vite qu'elle ne pouvait les supprimer, ça sent la culpabilité. On dirait une adolescente qui essaie d'éviter une punition. Je crois la femme qui a les reçus. Puis Marlène est arrivée. Elle a rendu public les SMS, avec les horodatages, avec sa propre histoire. Une autre femme que Vera avait essayé de ruiner quand les choses ne s'étaient pas passées comme elle le voulait. Le schéma était indéniable. Un ancien collègue s'est manifesté, des captures d'écran de Vera se moquant de moi dans des discussions de groupe, riant de la façon dont il croirait facilement tout ce qu'elle dit si vous pleurez un peu. Même quelqu'un de l'intérieur du prêteur hypothécaire a anonymement divulgué des confirmations internes, j'avais financé la compte. Mon nom était toujours sur la dette. Vera avait utilisé de faux papiers pour faire passer le changement. Mon téléphone vibrait constamment, mais je ne fêtais pas. J'ai posté une chose, une seule ligne, du texte blanc sur fond noir. Quand vous plantez des mensonges, ne soyez pas surpris que le jardin se retourne contre vous. Je me suis couché ce soir-là, non pas triomphante, mais quand même, stable. Pour une fois, j'avais l'impression que la tempête était à l'extérieur de moi, pas à l'intérieur. Je n'avais pas encore fini. Le palais de justice ne donnait pas l'impression d'être un lieu de vengeance. C'était comme un règlement de compte tranquille. Je suis sorti de la voiture ce matin-là, habillé simplement, mais avec quelque chose que personne dans ma famille n'avait vu en moi depuis des années, de la résolution. Mes talons ont claqué sur le béton alors que je marchais avec mon avocat vers le bureau des dépôts. Pas d'équipe de tournage, pas de pancarte de protestation, juste le calme avant une tempête qu'il ne savait pas venir. Pendant des années, ai-je dit, presque pour moi-même, alors que nous attendions l'ascenseur, j'ai payé les impôts. J'ai tenu les registres. J'ai gardé les reçus. Et il pensait que mon silence signifiait abandon. Nous sommes entrés dans le bureau du greffier. Mon avocat a remis la requête que nous avions rédigée ensemble pendant des semaines. Ce n'était pas pour diffamation, ni pour préjudice moral, ni pour le chaos sur les réseaux sociaux. C'était plus grand. Il s'agissait d'une requête officielle visant à récupérer la pleine propriété et l'acte de la maison que mes parents occupaient actuellement, sur la base de documents enterrés dans un transfert de succession vieux de 10 ans provenant de la fiducie de ma marraine. Cachée dans les papiers se trouvait une clause stipulant que si je fournissais un soutien financier pendant 5 années consécutives, ce que j'avais fait, discrètement, par le biais de paiement d'impôts fonciers et de reçus de réparation, la maison m'appartiendrait légalement en totalité. La clause avait une date. Elle avait des signatures. Elle était à toute épreuve. Je n'avais même pas regardé la maison depuis des années. Mais maintenant, elle était le symbole de chaque faveur transformée en moyen de pression. De chaque dîner transformé en jugement. De chaque mensonge retourné contre moi. Cette maison portait mon nom bien avant qu'ils ne décident de m'effacer de leur histoire. À midi, des lettres recommandées étaient parvenues à mes parents et à Vera. Mon avocat a confirmé qu'il les avait signées. La discussion de groupe que je n'avais pas ouverte depuis des mois s'est soudainement animée. D'abord Vera, tu ne peux pas faire ça. Tu avais promis que tu ne toucherais jamais à cette clause. Tu as signé. Émotionnellement. Tu as dit que c'était à eux. J'ai regardé le curseur clignotant un instant avant de taper, tu as aussi promis que tu ne me transformerais jamais en arme. Puis j'ai fermé la discussion, sans me soucier de savoir s'il l'avait vu. Je n'avais pas besoin qu'il le voie. Le tribunal le verrait. Ce soir-là, quelqu'un a divulgué mon acte sur un fil Reddit qui avait suivi le drame. En quelques heures, mon nom était de nouveau en tendance, mais cette fois, pas en tant que fille instable ou femme amère poursuivant sa famille en justice. Cette fois, le titre était « Mère, reniée, expulsée, récupère maintenant tout ce qu'elle a financé discrètement ». Les gens ont déterré de vieux messages des comptes de ma famille, des photos de rénovation de maison,
de vacances prises avec la légende notre maison, notre héritage. Les commentaires sous ces photos disaient maintenant des choses comme « c'est elle qui a bâti cet héritage ». Ils y ont juste vécu. Même la chaîne d'information locale l'a repris. Une brève interview a été diffusée avec mon avocat, debout sur les marches du palais de justice, expliquant les fondements juridiques de la fiducie. Les derniers mots du présentateur ont scellé le tout, ce n'est pas une femme qui détruit sa famille. C'est une femme qui trace enfin la ligne. 3 nuits plus tard, j'ai entendu frapper à la porte de mon hall d'entrée. Mon téléphone s'est allumé avec un message de la sécurité, elle dit qu'elle est de la famille. Veux vous voir. J'ai regardé l'écran. Vera. Je suis sorti sur mon balcon juste à temps pour la voir se faire escorter. Sa voix a traversé l'air du soir comme une lame trempée dans de l'acide. Tu crois que l'argent te rend meilleur. Tu crois que tu as gagné. Tu n'es toujours rien sans nous. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas bronché. J'ai juste laissé ma voix lui parvenir comme la dernière vérité qu'elle n'avait pas encore avalée. Cette maison pour laquelle tu cries, elle était à mon nom avant le jour de ton mariage. Elle s'est figée. Et je me suis retourné et je suis rentré à l'intérieur. Et pourtant, même après tout, une partie de moi se demandait, pourrais-je vraiment les laisser partir? Je me suis assise à ma table de cuisine, la lumière du matin traversant les fenêtres de mon nouvel appartement. L'air sentait faiblement la glycine des vignes qui fleurissaient juste à l'extérieur. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je pouvais entendre ma propre respiration. Il y avait de la paix là-dedans. Puis on a frappé à la porte. Une enveloppe de livraison, postée il y a 2 semaines. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture avant même de l'ouvrir. Celle de ma mère. Je suis resté là un long moment, le papier chaud du soleil. Puis je l'ai ouverte. Pas d'excuses, pas de remords, juste une seule phrase, nous sommes ta famille, et la famille ne coupe pas les liens. J'ai plié la lettre lentement et je l'ai placée sous ma tasse à café. Je n'avais pas besoin de lire le reste. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à lire entre leurs lignes. Ce n'était pas un rameau d'olivier. C'était une laisse. Il voulait à nouveau avoir accès. Pas à moi, mais à la version de moi qui ne disait jamais non. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la vieille maison. Celle que je m'étais battu pour récupérer. Celle où j'avais grandi. Celle qui était devenue un champ de bataille. Et puis, juste 4 murs et un toit. Elle était vide maintenant. Les clés avaient été rendues. Les meubles avaient été enlevés. L'écho de mes propres pas me suivait alors que je marchais dans chaque pièce, mais il n'y avait pas de fantôme. Plus maintenant. Dans la cuisine, j'ai laissé un dossier sur le comptoir. À l'intérieur, un document signé. J'ai fait don de la maison à un refuge local pour victimes de violences domestiques. Sur la couverture, j'avais écrit à l'encre, « Construisez la sécurité ici, là où la mienne n'a jamais été la bienvenue. » Alors que je sortais par la porte d'entrée, la voisine d'en face, Madame Dahl, m'observait depuis son porche, son chien à ses pieds, le regard doux. « Je ne pensais pas que tu reviendrais un jour, » a-t-elle dit. J'ai souri, la main sur la portière de ma voiture. Juste pour lui donner une meilleure fin. Je n'ai pas eu besoin de claquer la porte. Je n'ai pas eu besoin de brûler quoi que ce soit. J'avais juste besoin de la fermer doucement. Et enfin, de retour chez moi, je me suis tenu près du jardin qui accompagnait le nouvel endroit. Le vent avait détaché une branche, et quelque chose a attiré la lumière du soleil en dessous. Je me suis agenouillé, et il était là, un pendentif en argent, celui que ma mère m'avait donné quand j'avais 11 ans. Il avait été rangé dans un vieux pull que j'avais emballé de la maison. Au chapitre 1, je me souvenais l'avoir jeté dans un tiroir après qu'elle les qualifiait de puéril. Maintenant, je l'ai attaché à une branche au-dessus du chemin du jardin. Je pensais que l'amour ressemblait à un sacrifice, ai-je murmuré, la voix basse contre la brise. Maintenant, je sais que le véritable amour n'exige jamais votre silence. Ce soir-là, je me suis assise avec un verre de thé et j'ai ouvert la dernière page de mon journal. Plus de complot, plus de preuves, juste ceci, j'avais l'habitude de supplier pour avoir une place à leur table, même si cela me coûtait chaque morceau de moi-même. Mais au moment où je me suis levé, j'ai réalisé que je pouvais construire la mienne. Alors non, je ne les déteste pas. Je n'ai pas besoin de vengeance, car guérir ne consiste pas à faire souffrir les autres. Il s'agit de choisir de ne pas le faire.
Et à ceux qui se posent encore la question, vous a-t-on déjà traité d'ingrat juste parce que vous avez cessé de les laisser vous utiliser? Racontez-moi votre histoire. Je vous écoute. Certaines personnes appellent cela famille. Mais parfois, ce n'est qu'un cycle de silence, de culpabilité et de contrôle, jusqu'à ce que vous le brisiez. Avez-vous déjà dû vous éloigner juste pour enfin respirer? Si cette histoire a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies de trahison, de résilience et de vengeance tranquille au cœur de drames familiaux.